Bonjour à tous, c'est la deuxième conférence sur 3 d'une série intitulée Sur les ruines du mondialisme, les axes de la reconquête. Dans la première conférence, mardi à 18 h, et merci à nouveau aux jeunes militants identitaires et solidaires de Autorum pour leur accueil. Merci vivement et encouragez-les. Ils sont dans les Yvelines, à Versailles. Et oui, même Versailles se réveille, il y a un espoir. Alors encouragez-les. Nous avons vu lors de la première conférence que la dynamique majeure du monde moderne, c'est le déracinement. Et c'est la raison pour laquelle ce monde nous déplaît. Parce que sans racine, pas d'identité, et donc pas de liberté, c'est-à-dire finalement pas de pouvoir, aucune forme d'action possible sur la cité, quand on est un individu déraciné, privé d'une nourriture produite localement, parce qu'on est nourri par des clandestins qui travaillent comme des esclaves dans les champs d'autres pays. Nous sommes déracinés scolairement par l'école publique, nous sommes déracinés socialement, économiquement par la mondialisation, mais déjà par l'industrialisation au XIXe siècle. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette fabuleuse saga de documentaire sur Arte en ce moment, Le temps des usines, qui montre bien ce déracinement social, notamment à travers l'exemple écossais et puis un petit peu français aussi. Et on va voir en quoi ce déracinement, qui est majeur et qui est le problème le plus important de notre monde, vient toucher la situation actuelle du Covid-19. Quelles sont les leçons que l'on peut tirer sur le plan écologique, économique et plus largement civilisationnel du Covid-19? Y aura-t-il un jour d'après? Et quand? Comment? Voilà. Alors, le Covid-19, rapidement. Quelques constats écologiques et économiques de base. À qui doit-on amputer la responsabilité du Covid-19? On a lu tout un tas d'articles plus ou moins sérieux et souvent fumeux sur le sujet. Alors ça a été le pangolin, une chauve-souris, un serpent, puis ça a été démenti. En réalité, nul ne le sait véritablement, même s'il semble y avoir quelque part dans la chaîne de diffusion du virus un animal, voire la cause. Ce que je pense en tout cas, c'est qu'aucun animal n'est responsable du Covid-19. Aucune forme de faune sauvage n'est responsable de la diffusion du Covid-19. Depuis 1940, on a des centaines de microbes pathogènes qui ont été observés dans de nouvelles régions du monde. Le VIH, qui a fait 770 000 morts en 2018. On a Ebola, 11 000 morts en Afrique de l'Ouest. On a Zika en Amérique latine, il y a 1,5 million de cas. Et 60% de ces nouveaux virus sont d'origine animale et 2 tiers sont issus d'animaux sauvages. Donc, prenons le cas d'Ebola, il est très intéressant, il est apparu dans les zones de déforestation récentes. Et il a des déforestations qui ont fait fuir les chauves-souris qui viennent se percher sur des arbres en zone résidentielle, polluent les fruits, et puis la contamination vers l'homme est très facile. C'est ce qu'on appelle le passage de la barrière de l'espèce. Je vous rassure, ce ne sera pas une conférence scientifique, mais vous allez voir que c'est éminemment politique comme sujet. Il faut connaître les raisons écologiques de la crise. C'est ce qui nous permet de développer une pensée politique. On a Nipah, le virus Nipah, qui est moins connu, moins mortel aussi, mais même raison, Malaisie et Bangladesh. On a le Marbourg en Afrique de l'Est. À chaque fois, il s'agit d'une faune animale, d'une faune sauvage qui fuit à cause de l'industrialisation, à cause de l'urbanisation galopante. Le paludisme, avec le développement des flaques d'eau, parce que le sol ne joue plus son rôle d'éponge, parce qu'il est asséché notamment par les pesticides, et tout simplement parce que, encore une fois, on détruit les forêts, et donc le soleil vient frapper le sol, et se développent des espaces propices au développement des moustiques, donc propices à répandre le paludisme. On a la maladie de Lyme, véhiculée par l'éthique. Je crois que la première apparition, c'est aux États-Unis en 1975, et l'augmentation d'éthique est importante dans les zones justement du nord-est américain où la forêt recule, et donc les opossums qui sont les premiers prédateurs d'éthique. On a le paludisme, bon, je l'ai dit, déforestation qui est due aussi, outre l'urbanisation, au fourrage, à l'industrie de la nourriture pour bêtes d'élevage. Donc la coexistence et puis le voisinage aussi avec des animaux sur des marchés aux animaux, des animaux qui normalement ne se fréquentent pas, type canard et poulet, produit le développement de la diffusion de cette maladie. C'est typiquement le cas de la grippe aviaire, qui a contaminé en effet les poulets par le biais très souvent ce qu'on appelle le gibier d'eau, les canards, très souvent. Donc, et puis il y a l'Escherichia coli aussi, le colis, transmise aux hommes par les déjections animales d'élevage, puisqu'on n'a pas souvent de fosses étanches pour
C'est déjections qui sont en augmentation importante à cause de nos petits caprices de consommateurs zombies qui veulent à tout prix leur plat de viande tous les jours. Alors je vous rassure, je suis carnivore, je suis même clairement viandovore, j'aime ça et je ne suis pas ni vegan ni quoi que ce soit. N'empêche que dans l'industrialisation, c'est-à-dire dans la démocratisation, dans la massification de ce mode de vie contre nature, on a aussi, ben oui, heurté les limites de la nature. Et c'est l'excès que je condamne, évidemment, c'est pas du tout la consommation de viande. Nos anciens en faisaient un plat de fête, en mangeaient peut-être une fois par semaine, et encore, c'était le rêve d'Henri IV, vous savez, la poule au pot. C'est devenu, avec de la viande bon marché et de piètre qualité, quelque chose de parfaitement courant, au prix d'un très grand déséquilibre. Il en a toujours été ainsi. C'est l'argument qu'on pourrait m'opposer. On pourrait parler du l'antivirus du macaque qui s'est développé avec la colonisation belge du Congo, avec le chemin de fer qui a repoussé la forêt et qui a permis le développement du VIH qui a explosé beaucoup plus tard. On pourrait parler des bactéries aquatiques au Bengale, quand la riziculture s'est pré-industrialisée, en tout cas s'est intensifiée, s'est développée massivement, là aussi sous l'influence occidentale, sous l'influence anglaise en l'occurrence. Mais la grande nouveauté, et ça va être le sujet que je vais développer demain, c'est que c'est une question de taille. L'industrialisation, en répandant ce qui était autrefois du luxe, et à juste titre, eu égard au système naturel, a développé aussi des menaces très graves pour l'homme parce qu'il a brisé une limite que l'orgueil humain autrefois ne pouvait pas tutoyer et qu'il a maintenant tutoyé et consommé. Alors, la question de la taille, elle est fondamentale et ce qui fait dire à l'épidémiologiste Larry Briand, les virus sont inévitables, contrairement aux pandémies. Les pandémies sont évitables par des moyens politiques adaptés. Ça, c'est fondamental. Le Covid-19 est la maladie de l'excès de croissance, du productivisme, du libéralisme effréné, de la société de consommation qui nous déracine tous, de l'hypermobilité, du nomadisme, de l'immigration, du tourisme de masse, des bobos abrutis en gilets jaunes fluo sur les cimes de l'Himalaya. C'est ça, le Covid-19. Alors, il y a des conséquences, il y a des causes écologiques assez évidentes, la rupture d'un équilibre, et puis il y a des conséquences écologiques qui sont positives. La baisse des gaz à effet de serre, la baisse de la pollution de manière générale. J'ai vu dans la presse le témoignage d'un apiculteur alsacien, vous pouvez le retrouver facilement. Je n'ai jamais eu une telle récolte depuis 20 ans. Les abeilles sont responsables de la pollinisation, donc du développement de toute forme de végétaux, notamment de fruits et de légumes. Et vous pouvez voir facilement des simulations d'étals du supermarché, avant, après extinction ou en tout cas raréfaction des abeilles, et vous voyez que l'enracinement des hommes dans un terroir tient à la présence des abeilles. C'est vital. Aujourd'hui, la campagne reprend vie, la nature reprend vie. Ça veut dire moins de croissance économique. Ça, c'est juste un constat. On est d'accord ou pas, peu importe avec les idées que je développe ici, mais c'est un constat. Qu'on soit d'accord sur le constat. Moins de croissance économique égale nature en bonne santé. Je crois que si l'on est catholique ou si on a en tout cas une vision un peu globale du monde, sans être catholique, sans forcément parler de création, si vous avez une vision un peu cohérente du monde, déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Ce qui n'est pas normal que la nature se détériore sans qu'on se détériore à notre tour, puisqu'on en tire notre nourriture, pas mal de médicaments, la base de la pharmacopée, c'est quand même la connaissance des plantes. C'est Charlemagne, au moins depuis Charlemagne, qui fait cultiver des herbes aromatiques de Provence pour développer une pharmacopée dans les monastères. La base de la médecine européenne, quand même, c'est ça. Donc il faut s'inquiéter de la détérioration de la nature à cause de notre système industriel et de notre société de consommation. Et puis, j'ai lu de la part dont j'ai oublié le nom, pardon, d'un journaliste, mais vous pouvez retrouver la référence, de la part d'un journaliste scientifique du Monde, c'est pas n'importe quoi, la réduction de la pollution pourrait sauver plus de vies que le Covid n'en menace. Et pour cause, les chiffres, on les connaît, il y a environ 9 millions de morts à cause de la pollution aérienne, de la pollution de l'air chaque année. Le Covid, là, on en est à moins de 4 millions, on en est à 3,15 millions à peu près. Donc vous voyez que le capitalisme globalisé tue plus que le Covid-19. Il faut s'interroger sur les priorités. Alors,
Ça, ce sont les conséquences écologiques positives. Il y a des conséquences économiques désastreuses. Il y a évidemment les PME qui sont sacrifiées, un chômage record, on parle de purge, de tsunami, on raconte qu'on va enfoncer le record de la crise 2008-2009 avec plus d'1 million de nouveaux inscrits à Pôle emploi. Seuls les GAFA s'en sortent bien. Hein. On a le patron d'Amazon qui a augmenté de 20% sa fortune, Jeff Bezos, qui est l'un des mécènes les plus importants de la mouvance LGBT. Apple a réalisé la plus grande extension de services à des nouveaux marchés depuis 10 ans. Donc c'est le Cameroun, le Maroc et 50 autres pays. Netflix a doublé ses abonnés et ses bénéfices lors du premier trimestre de l'année. Idem pour les jeux vidéo, c'est intéressant. En France, Ubisoft a vendu 63, a fait sauter ses ventes de 63%, a augmenté ses ventes de 63% la première semaine du confinement. Ça, c'est effrayant quand même sur notre peuple qu'il faut aimer et qu'il faut aussi vouloir sauver, même malgré lui. On peut croire qu'il y aurait d'importantes vagues de relocalisation, c'est le mythe du jour d'après, de la transition, je n'y crois absolument pas. Les seules relocalisations qui sont engagées, c'est par exemple les centres d'appel de certaines entreprises qui ont délocalisé vers l'Inde ou les Philippines et nécessairement les habitants de ces pays qui ont des connexions Internet médiocres dans des petits appartements ne peuvent pas travailler dans ces conditions et comme ils ne peuvent pas se rendre au boulot, bon, ils sont au chômage technique. À part ces cas-là, il n'y a pas d'hypothèse de relocalisation. Donc, la vraie voie en fait qui s'ouvre à nous, c'est plutôt la robotisation, l'automatisation, le développement du numérique et de l'intelligence artificielle. Je vous cite quelques cas. 2019-2020, il y a le robot Opti à Nice. En fait, c'est un bras mécanique qui sert de la bière 4 fois plus vite. 9 secondes, commande, service et paiement compris. 4 fois plus efficace quand même. On a le robot Spot dans le Massachusetts, l'État dont Boston est la capitale, aux États-Unis. Opti est une plateforme de téléconsultation à distance pour éviter le contact entre les soignants et les patients, mais c'est aussi utilisé par la police. Alors on nous rassure tout de suite, hein, pas pour interpeller qui que ce soit, mais pour identifier des suspects dans des zones compliquées. Vous imaginez bien, dans des zones compliquées, dans des friches, des zones industrielles, c'est lié à la réalité du terrain. Donc vous imaginez très bien le potentiel de répression incroyable qui est offert par la robotisation et qui se développe à vitesse grand V. D'autres exemples, ce qui était très intéressant dans les mouvements de société, ce n'est pas tant tel ou un tel qui va dire ça va se passer comme ça maintenant, mais ce n'est pas ce que je veux dire une déclaration politique avec une prise de décision, mais c'est de voir les indices que laissent les partisans de la robotisation inconsciemment fleurir dans la société pour préparer l'opinion. C'est comme ça qu'on a préparé une partie de l'opinion française en 1789 à la Révolution, par la philosophie des Lumières. Aujourd'hui, la nouvelle idéologie subversive, c'est le transhumanisme, c'est le développement de ces robots pour remplacer l'homme ou soi-disant augmenter l'homme. Et donc, tout ça pour en venir à Michel-Édouard Leclerc, le patron de Leclerc, qui sur son site écrit « À l'heure où il faut reprendre de la distance entre humains, la robotisation gagne en légitimité. La crise nous obligera à changer bien des habitudes sociales et contribuer à lever une partie des obstacles moraux ou moralisateurs à la robotisation. » Donc on voit bien qu'on prépare l'opinion, tranquillement mais sûrement. Je ne dis pas que c'est forcément conscient, mais c'est ce qui se passe concrètement. Ce n'est pas forcément délibéré, mais c'est ce qui se passe actuellement. Il y a le phénomène de la numérisation de la banque et de l'assurance vitesse grand V, mais là qui n'est pas dû au Covid-19, hein, parce que là, le Covid-19 ne fait qu'accélérer des dynamiques anciennes. Il y a une robotisation parce qu'il y a eu une libéralisation du marché de la banque, de l'assurance, qui a fait naître, c'est une ubérisation finalement. Il y a le même phénomène pour les taxis, pour la livraison de nourriture. Maintenant, c'est pour les banques et les assurances, et pour se mettre à jour face à toutes les banques en ligne, les banques non dématérialisées, eh bien, les grandes banques et assurances développent le numérique et ils appellent ça la digitalisation des services bancaires. Donc, et puis on nous serine le même discours à la télé depuis le début de la crise. Comment vont faire les élèves qui sont privés de l'accès au numérique? Donc là, vous voyez bien que l'objet à terme, déjà dans l'idée d'égalité ou d'inégalité numérique, il y a l'idée perverse du droit à l'écran, du droit à la lobotomie pour tous les enfants dès 8 ans. C'est ce qu'on nous prépare à l'école avec certainement un accroissement de ces méthodes antipédagogiques et d'abrutissement total. Et tout cela nous amène au constat d'Ilan Oshry, professeur à l'université d'Auckland, qui écrit dans les Échos « Le Covid-19 a accompli en 8 semaines
ce que les apôtres de l'automatisation n'avaient pas réussi en 5 ans. La crise accélère la déshumanisation du monde. Elle ne contribue absolument pas à une prise de conscience. Toutes les puissances d'argent sont engagées en ce moment. Je vous invite à lire notamment une étude ou un résumé de cette étude, Ernst Young, le cabinet d'audit financier britannique, qui a interrogé des dizaines de milliers d'entreprises dans le monde. Toutes dynamisent leurs investissements dans le numérique, absolument toutes. Donc on va vers ce monde-là, on ne va pas vers un monde relocalisé à échelle humaine, absolument pas. Donc on n'est pas dans un monde plus humain ou plus lent, mais au contraire dans une société qui sera plus soumise au high-tech, à l'intelligence artificielle et aux robots. Donc aux experts, et c'est ça qui est grave, qui les accompagnent toujours. Notre société, devenant en termes de production économique bien plus complexe, achèvera finalement sa mue vers la technocratie, vers le gouvernement des experts, et donc vers moins de démocratie. Alors moi je ne crois absolument pas à la démocratie, je pense que c'est une fable, à part à l'intérieur d'une famille ou d'une cité comme Athènes, il y a 2500 ans, avec une homogénéité raciale, avec une culture et une religion commune forte, bref, avec des hommes qui méritent le nom d'hommes. Dans une société d'ectoplasme métis transgenre, ça va être compliqué, et c'est déjà compliqué. Dans les faits, la démocratie, c'est la manipulation par l'argent, et cela, et donc par les médias, donc par l'argent, c'est le pouvoir de la finance, et ce n'est pas nouveau. Relisez la République de Platon avec les frelons qui attaquent les abeilles. Les frelons, ce sont les beaux-parleurs. La démocratie est depuis toujours le règne des beaux-parleurs. On le sait depuis toujours. La pensée politique moderne n'a rien inventé à tout ce que finalement nous connaissons aujourd'hui. Et donc le développement moderne du capitalisme, on le voit, est incompatible avec la démocratie. Et l'hypertrophie délirante de la télésurveillance chinoise, c'est pas une caricature en fait, c'est notre avenir. Il faut l'avoir en tête. Ça ne sera pas sur le même mode parce qu'on n'est pas des Chinois, il faudra respecter 2-3 normes sur les droits de l'homme, saisir la CNIL, enfin consulter la CNIL et tout ce que vous voulez, mais par des biais détournés, on y vient. Et par conséquent, le futur même de l'Europe, c'est le combat contre la robotisation. Nous sommes les chimpanzés du futur, c'est ce qu'il faut se dire. Et ce combat anthropologique, on est toujours dans un combat pour les racines. Le combat identitaire, le combat pour l'enracinement, c'est le combat anthropologique de l'homme en tant qu'homme. L'homme avec une identité culturelle, raciale, sexuelle, sociale, familiale, provinciale, nationale et puis européenne, et puis aussi, et spirituelle aussi bien sûr, une identité donc aussi tout simplement humaine. Encore faut-il qu'il y ait des hommes. Donc nous sommes dans la France contre les robots de Georges Bernanos. Je vous invite à relire cet ouvrage, qui est prophétique. Alors, ça va aller un peu plus vite aujourd'hui. Hein, je pense que d'ici 10 minutes, nous pourrons passer aux questions et j'espère que la discussion sera la plus vive et la plus libre possible. Notre monde et le jour d'après. Ce sera ma deuxième partie. Y a-t-il une prise de conscience? Peut-on en tout cas compter là-dessus? Les majorités ne font pas l'histoire. C'est un premier constat. Les majorités n'ont jamais, 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 jamais fait l'histoire. Même le christianisme, c'était l'œuvre d'une minorité. Les gens, je crois, pensent comme ils vivent et non l'inverse. Les gens sont déterminés mentalement, c'est normal, par leurs conditions de vie, par ce qu'ils voient. Chacun voit midi à sa porte. Je crois qu'on ne perçoit pas la puissance philosophique de ce proverbe. Chacun voit midi à sa porte. Évidemment qu'un prof de l'éducation nationale qui connaît peu le monde des petits commerçants et qui dépend lui beaucoup de l'État, eh bien, va appeler un renforcement du pouvoir de l'État et ignorer la pression fiscale sur les petits commerçants. Et en revanche, les petits commerçants qui ignorent totalement le monde de l'éducation nationale peuvent traiter ceci de feignant. C'est la faiblesse humaine, c'est des réactions normales. Chacun, et c'est même plutôt sain que les gens ne réagissent pas par réflexe idéologique, mais par rapport au réel qu'ils connaissent, avec toutes les déformations intellectuelles que ça peut entraîner, mais c'est la forme, c'est une forme de santé mentale qu'il faut saluer. On ne peut pas se plaindre que les majorités ne font pas l'histoire et que les gens pensent comme ils vivent. C'est normal, c'est sain. Ce qui est plus grave, c'est que les populations sont totalement dévitalisées. Quand on voit aujourd'hui que pour qu'un habitant d'une copropriété ose se plaindre je ne sais pas, d'un tapage nocturne causé par le voisin, il faut réunir le syndic, alors qu'une parole ferme augmentée d'une démonstration physique suffirait, on se dit quand même qu'on est mal barré. Voilà, il faut aimer notre peuple, mais il faut l'assumer aussi. Hein. Cet amour, il est viril. Hein. C'est pas une compassion misérabiliste. Hein. On n'accepte pas les choses telles qu'elles sont.
c'est un très bon camarade qui disait c'est justement parce que j'aime l'armée, parce que j'aime les vertus viriles, parce que j'aime la France, parce que j'aime ce que peut incarner éventuellement la police, que je ne les aime pas telles qu'elles sont aujourd'hui parce qu'elles sont des trahisons et des mensonges. Voilà comment, à mon avis, il faut regarder la France aujourd'hui. Donc, je vous invite à réfléchir aussi à cette notion de catastrophisme éclairé, comme l'explique Jean-Pierre Dupuis, un écologiste. Il est facile de changer rapidement de comportement. On est toujours dans le thème du jour d'après. Hein. Il est facile de changer rapidement de comportement quand les croyances de la société ont elles-mêmes évolué et quand ces changements dépendent d'un accord entre humains. C'est facile. Mais quand le changement de nos comportements dépend d'abord de notre relation à la nature, et donc d'habitudes quotidiennes et courantes dans tous les aspects de notre vie privée, il est beaucoup plus difficile de faire évoluer ces comportements. On n'est pas juste dans un débat idéologique, libéralisme ou socialisme ou nationalisme, on est dans des relations fondamentales, cruciales, structurantes avec la nature. Et encore une fois, les gens pensent comme ils vivent. Donc c'est tout le problème de l'écologie, c'est qu'elle n'est pas à la base une idéologie, c'est pour ça qu'on parle d'écologie politique, la traduction, on devrait donc dire écologisme, elle est la traduction en proposition politique, elle est la traduction politique de constats scientifiques. Et ça ne mobilise pas les foules, contrairement au drapeau rouge des uns, à la statue de la liberté chez les autres, à l'idéal du faisceau voilà, chez d'autres encore. C'est beaucoup plus difficile de changer les choses sur un constat écologique, scientifique. Le changement social par les lanceurs d'alerte, de la même manière, je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas, c'est une illusion. Les véganes retrouveront le chemin des fast-foods si ces derniers se fournissent en steak d'épeautre ou en bêtes OGM, des espèces de vaches fabriquées en laboratoire, qui ne ressentiront aucune douleur lorsqu'on les abat, donc les véganes seront contents. Les écolos n'ont pas de problème à se rendre dans un supermarché qui offre des sacs en papier biodégradables à ses clients. Les féministes n'ont aucun problème à l'exploitation des travailleurs si ce sont les femmes qui dirigent et s'il y a une égalité totale dans l'exploitation. Voilà, c'est ça la réalité, c'est que le capitalisme recycle toutes nos bonnes intentions parce qu'il est fondé sur le désir. Et si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Tant que le capitalisme peut recycler nos désirs, ce mode-là de combat, exprimer, ou plutôt revendiquer un droit à la reconnaissance de sa spécificité, sera tout de suite dissous dans le capitalisme. Ce n'est pas une force de proposition. L'argent n'a pas de parti, l'argent n'a pas d'odeur et il peut tout corrompre, parce qu'il peut séduire tout le monde. D'où actuellement une nouvelle forme d'écologie très dangereuse. C'est ce qu'on appelle le Green New Deal ou le New Green Deal, à base d'éoliennes, d'énergie renouvelable, de légumes hors sol qui poussent dans des bacs à eau, l'aquaponie ou hydroponie, à l'intérieur de laboratoires stériles où vous rentrez en blouse blanche, vous faites nettoyer à l'avant et enfin à l'aller et au retour. Donc toute cette écologie à base de moyens technologiques pour contourner les limites de la planète. C'est présenté par certains auteurs même de gauche et initialement écologistes comme la nouvelle écologie, mais vous voyez bien que c'est au contraire la négation même de la nature. Puisque pour ne plus toucher à la nature, pour la laisser vivante, on l'ignore. Mais la dématérialisation, ça n'existe pas. Pour construire pour fabriquer vos iPhones, vos ordinateurs, il faut bien aller dans certains pays, creuser le sol avec du mercure, avec des puissances, avec des produits destructifs, destructeurs pour les nappes phréatiques, ce qui entraîne stérilité dans certains villages d'Inde, par exemple, qui dépendent d'un fleuve ou d'une rivière pour l'approvisionnement en eau. Donc voilà, pour aller chercher les terres rares, les fameux métaux qui composent vos téléphones, etc. Nos téléphones. Donc, ce capitalisme-là, cet écologisme-là, n'est absolument pas la voie royale pour sortir de ce calvaire consumériste. Donc, je crois qu'en conclusion, on ne peut pas lutter contre le rouleau compresseur de la mondialisation, contre le rouleau compresseur de l'argent, avec des arguments uniquement sur l'épuisement des ressources naturelles. Il y a un combat de valeurs à engager. Ça, les partisans de la décroissance, je pense surtout au journal La Décroissance que je vous invite à lire, sont des écologistes radicaux et cohérents qui se sont opposés autant à la PMA, à la GPA, à toute forme d'artificialisation du processus de la vie, de la reproduction. Donc, comme le disent très bien les partisans de la décroissance, il y a un combat de valeurs, de vision du monde.
Ne rentrons pas dans un débat d'experts pour savoir si on aura encore une goutte de pétrole dans un an. Évidemment, c'est un argument qu'il faut tenir. Il faut tenir tous les arguments selon son interlocuteur. C'est la loi du débat politique, c'est un combat, c'est une arène, on ne choisit pas toujours son ennemi. N'empêche que ce n'est pas cela qui nous meut. Prioritairement, ce qui nous meut, c'est que nous détestons le monde actuel, ce monde tel qu'il nous déplaît et dont j'ai taillé un costard mardi dernier. C'est ça la réalité. Il y a un combat de valeurs à mener. Un combat pour la dignité de l'homme aussi, pour la dignité du travailleur, quel que soit ce travailleur. Je ne suis pas dans une rhétorique marxiste, je parle autant des petits commerçants que des employés, des ouvriers, etc., des paysans, bien sûr. Donc, un combat de valeurs, à mon avis, selon 3 axes, que je développerai encore plus demain à travers la vision du localisme. Samedi, 18h. 1, il faut remettre en cause la notion moderne et faussée de liberté, qui est conçue juste comme la réalisation de tous les désirs. Et penser le monde en termes de besoins. De besoins qui sont alimentaires, sécuritaires, culturels, identitaires. L'homme a des besoins, ces besoins doivent être satisfaits par un système politique, et donc chacun a le devoir aussi de satisfaire ses besoins et d'aider l'autre à les satisfaire dans une perspective solidaire. C'est ça qui doit guider notre vision des choses, et donc comprendre que la liberté est un pouvoir au service du bien, et non pas le caprice des invertébrés chroniques que nous sommes. La vraie liberté se situe donc dans l'autonomie, la satisfaction des besoins. Deuxième élément, un monde où l'on peut être autonome, c'est un monde à taille humaine. Ça implique de remettre en place une économie à l'échelle de la famille. Et par conséquent, la relocalisation est l'avenir inévitable, la démondialisation est l'avenir inévitable de notre combat. Et tout le monde peut se réunir derrière la bannière du localisme. Mais absolument tout le monde. C'est absolument dingue de voir que cette idée est partagée par tous, militants, éventuellement féministes, anarchistes, l'extrême gauche de manière générale, qui a fait sa mue écologiste. Évidemment, les écologistes historiques, les partisans de la décroissance. De plus en plus, une certaine droite, pas que radicale, mais conservatrice, qui a compris que le capitalisme n'était pas quelque chose de neutre moralement, mais une force de désir qui cherche donc par conséquent à accumuler toujours plus de profits sans aucune limite morale. Le troisième élément important pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'autonomie sans transcendance. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être autonome dans un monde matérialiste. Même si ce n'est pas un monde matérialiste libéral, si c'est un monde matérialiste athée, il ne pourra pas rester identitaire, écologiste et enraciné très longtemps. C'est absolument impossible. Si nous ne sommes que de la matière, si nous ne sommes pas les fils de quelqu'un, eh bien, il n'y a pas d'autonomie possible puisqu'on est incapable de se penser comme du coup des êtres reliés aux autres. C'est strictement impossible. Seul, je crois, c'est ma conviction, le message chrétien avec son héroïsme de pauvreté peut nous permettre de vivre dans une société décente qui ne soit pas une société totalitaire. Parce que là où l'idée majeure d'une société s'effondre, là où les réflexes moraux s'effondrent, là où la foi s'effondre, la police, l'État et toute forme de contrôle vient remplacer la discipline sociale spontanée d'une communauté organique, d'une communauté organisée comme un corps humain. C'est pour ça que j'utilise l'adjectif de organique. Quand on fait les choses pour ne pas choquer son voisin parce que l'on partage un code de valeurs communes, on n'a pas besoin de la police pour nous fliquer. Ça, c'est fondamental. C'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas d'autonomie et donc de communauté possible sans transcendance. Alors peut-être que mon constat heurte vos convictions personnelles et que vous y verrez un obstacle dans le dialogue, j'espère pas. Mais je veux parler en vérité et ne pas mettre ma foi sous le boisseau. Ce n'est pas ce que m'a demandé un fils de charpentier il y a 2000 ans en mourant pour moi sur la croix. Donc l'héroïsme de la pauvreté, c'est le véritable jour d'après. Et le localisme, c'est historiquement aussi la chrétienté. Il n'y a pas d'autres exemples historiques possibles, même s'il y a évidemment des mouvements qui ont revendiqué cela au XXe siècle et encore de nos jours. Alors un dernier point, c'est plus une conclusion là, un peu particulière sur le plan de la liberté du culte, si vous me permettez, parce qu'actuellement, on combat pour les libertés religieuses. On combat pour la liberté fondamentale d'assister à la messe. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Donc, je m'adresse aux catholiques et je leur dis, soyez courageux. La pluie de grâce que nous demandons au Seigneur ne peut pas tomber sur nous en restant comme des petits individualistes devant nos écrans avec notre petite messe, notre petite dévotion, et vivant
ainsi notre foi de manière consumériste. C'est impossible. À un moment donné, il faudra, si vous ne l'avez pas déjà fait, désobéir. Et pour que les catholiques se lèvent, il faut que les évêques aussi désobéissent et organisent des processions publiques. On se prive de la grâce et donc on manque de foi si on refuse le caractère public du culte qu'on doit à Dieu. Et j'espère que les chrétiens seront ainsi une école de courage, un exemple de courage pour tous les Français. Il y a des risques à prendre. Il y a parfois une technique de séduction à utiliser pour convaincre l'interlocuteur. Et puis parfois, il faut être un sectaire, un radical, un fanatique. Il n'y a parfois que par cette force de provocation, ce pavé dans la vitre, pas dans la mare, dans la vitre, qui peut réveiller les consciences assoupies. Des grâces nous attendent, il faut les demander publiquement, comme Louis XIII, qui entre 1632 et 1638 a consacré son royaume à Notre-Dame. Consacrons nos vies déjà à être courageux, ce sera un bon début, et ce sera le seul et unique moyen, je crois, cette leçon de courage dans tous les domaines, le seul moyen pour faire advenir le jour d'après. Voilà, merci. Et puis je vous invite à poser vos questions. Alors, je peux quand même citer mes sources parce que je vous ai abreuvé d'informations techniques et ça serait un peu plus honnête de ma part de citer d'où je parle. J'ai cité Sarah Shah, S-H-A-H, un auteur qui a rassemblé toutes les informations scientifiques dont je vous parle dans un article paru sur le monde diplomatique. Que je vais mettre en lien ici, et je me base aussi sur le dernier dossier de la décroissance intitulé La rançon de la démesure au sujet du Covid-19, et je vous invite à consulter. Toutes ces informations scientifiques sont parfaitement publiques et vérifiables. Comment éveiller nos concitoyens à la méfiance envers les projets de surveillance de masse? Je crois que toutes les réponses aux questions du type comment éveiller nos citoyens à commencent par se faire de nouveaux amis dans notre voisinage. Voilà. Je pense que les gens rejoignent une barricade non pas pour des idées, mais parce qu'ils y retrouvent des amis. Et donc je crois que la sociabilité, c'est la base. Euh, c'est la base. Discuter partout, dites bonjour partout. Aujourd'hui, la France se divise en deux camps. Ceux qui ont même peur de dire bonjour, et puis les autres qui maintiennent une amitié de quartier bienveillante. Je pense que ça, c'est fondamental, c'est prioritaire, et il ne faut pas balayer ça d'un revers de la main. On doit tous s'examiner là-dessus sur notre individualisme. Et puis après, sur le plan politique, certains le font déjà énormément, mais nous sommes des minorités, des marginaux à le faire. Et donc, tant qu'on n'a pas accès aux grands médias, évidemment qu'on ne peut pas diffuser largement ces informations-là. Ça dépend de chacun de nous dans nos quartiers. Il n'y a aucune réponse miracle, il n'y a aucune technique magique pour répandre ces idées. Je pense chez nos compatriotes de France périphérique, pour répondre à ta question Arnaud, que oui, tout ce qui est paysans, petits artisans, en fait la majorité des Français sont parfaitement enclins à entendre ce discours, le discours de la relocalisation, de la défense des emplois, mais tout le monde partage ce discours, tout le monde le dit. En fait, dans les idées, on a déjà gagné. Ce qui nous manque, c'est un homme crédible pour incarner cela. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a personne de crédible pour incarner cela dans la vie politique française. Voilà. Et puis après, je crois qu'il faut être solidaire, s'engager voilà, localement, familialement, à acheter les produits de tel ou un tel régulièrement, monter des groupes d'entraide, démonétiser nos relations. Il y a un groupe près de chez moi qui existe et qui échange 1 heure de garderie d'enfants contre 1 heure de cours de français, d'histoire, contre une vidange de voiture. Là, je parle au plan évidemment personnel, familial, communautaire, local. La religion doit-elle redevenir sujet d'État? Ou cela doit-il rester une liberté individuelle? Je pense que d'un point de vue tactique, actuellement, on ne peut rien imposer à qui que ce soit. Nous sommes dans un pays déchristianisé. Je pense que nous sommes de retour au 1er siècle de l'ère chrétienne.
Et par conséquent, voilà, enfin voilà, je vous ai répondu. La religion ne peut pas redevenir, enfin, sujet d'État. Je ne sais pas trop ce que vous entendez par là. Religion d'État, évidemment non. Sujet, sujet d'État, sujet de débat public, oui, bien sûr, mais je crois que ça l'est déjà. En fait, le capitalisme se nourrit aussi de tous ces débats où chacun peut affirmer sa spécificité spirituelle. Mais il faut plus que ça. Il faut être exemplaire et il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est une liberté individuelle, ça doit parfaitement le rester, et je comprends que les catholiques aujourd'hui, pour défendre leur foi, défendent l'argument de la liberté individuelle. Mais ça ne suffit pas. Quand on sera au pouvoir, est-ce qu'on va laisser la liberté à n'importe qui de construire des mosquées, etc. Non. Il faut faire attention que cet argument de la liberté, c'est comme l'argument du référendum d'initiative populaire ou de la démocratie directe. On le souhaite parce que l'on combat des élites qui ne sont pas démocratiques, mais fondamentalement, nous ne sommes pas des démocrates. En tout cas, moi, je ne suis pas un démocrate parce que je ne crois pas que la vérité peut sortir de la majorité. Donc attention à distinguer le champ tactique, stratégique, et puis ce que l'on pense vraiment, euh, et donc à adapter son discours aux circonstances. Le combat politique est une guerre. Penses-tu que le système va recycler la crise en donnant des aides sociales et en valorisant le télétravail? Bon, il le fait déjà. En gros, cette crise pourrait-elle ne rien changer si ce n'est renforcer la cage d'acier? C'est exactement ce que je pense, oui. Je crois que les Français, malheureusement, s'habituent parfaitement. Et je ne fais pas la leçon, je veux dire, moi aussi, c'est confortable de regarder sa messe sur sa chaise le dimanche, et puis après d'aller à sa petite église de quartier ou ailleurs chercher la communion, rentrer chez soi. C'est la spiritualité à la carte. Et pour la majorité des Français, c'est la culture, la nourriture, tout devient à la carte, tout est ubérisé. Malheureusement, les Français se rendent compte que c'est parfaitement confortable et quand ils n'ont pas une conscience idéologique, quand ils n'ont pas été élevés comme ça familialement, à privilégier les petits commerces, ils n'ont pas une conscience sociale, et qui a une conscience sociale, une minorité, eh bien, ils sont très contents d'avoir tout sur commande, nourriture, culture par Amazon et Netflix, etc. Donc, je crois que la faiblesse des hommes, donc c'est pas un reproche que je fais à mon peuple, fait que oui, ça va durer comme ça et ça va être encore pire. Et que le jour d'après sera bien pire que le jour d'avant, et que surtout si on compte le faire avec les hommes du jour d'avant. Voilà. Je ne suis pas démocrate, voilà, je l'ai dit parce que je ne crois pas que la vérité puisse être issue de la majorité. Et puis je crois surtout que les Français ne sont pas démocrates et que les peuples de manière générale ne sont pas démocrates. Il y a un Français sur deux qui ne vote pas. C'est-à-dire qu'il y a déjà un Français sur deux qui ne croit pas en la démocratie. Donc quand un système est déjà euh, discrédité de cette manière par l'abstention, il me semble raisonnable d'imaginer autre chose pour gouverner les peuples. C'est un sujet très vaste. Je crois que les élections sont manipulables et que la démocratie n'est pas possible dans un pays de 60 millions d'habitants, dont un certain nombre préfèrent aller dans un centre commercial le dimanche que de passer du temps en famille. Comment réveiller la population? Pardon Pierre, j'ai éludé votre question. À la défense des libertés individuelles, alors que de toute évidence, cette population a souhaité intensément le confinement. Je ne sais pas si elle l'a souhaité, je pense que par peur, elle a accepté le contrôle social. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Euh, et, euh, et je pense que là, on parle politique nationale, mais pour moi, tout part du local. Si vous voulez, on ne peut pas réveiller notre peuple. Enfin, pardon, enfin, on peut le faire, mais réveiller notre peuple, c'est réveiller nos voisins. C'est de temps en temps faire des actions de coup de poing d'un point de vue médiatique, comme par exemple Génération Identitaire, en projetant une image sur le minaret de je ne sais plus quelle mosquée. Mais il n'y a pas d'autre, encore une fois, il n'y a pas de baguette magique. Absolument aucune. Et je me présente à aucune élection et je ne connais personne dans la vie politique française aujourd'hui qui peut provoquer ce réveil. Le problème est anthropologique en fait, il n'est pas politique. C'est une question de caractère plus qu'une question d'idée. C'est une question de mollesse de caractère plus qu'une question d'idéologie, le problème chez les Français. Et chez n'importe quel peuple aujourd'hui, je crois. Comment intégrez-vous les dom-toms
dans votre vision politique. Il faudrait un petit peu préciser votre question, parce que localisme, décroissance, je ne vois pas quelle serait la spécificité des dom-toms dans la question du localisme, enfin dans l'application du localisme à ces territoires. Que faut-il faire en tant que militant, me demande Claire Aubert. Eh bien, il faut agir par tous les moyens possibles. Là je parle beaucoup d'actions locales, familiales, de quartier, mais tous les moyens sont bons. Présentez-vous à une élection locale, vous rejoignez une équipe qui vous semble composée d'hommes courageux, souvent dans des petites mairies, dans des petites villes ou moyennes villes, souvent chez un maire d'hiver droite, un peu courageux, plus souvent que chez des maires qui sont soutenus par un parti, par un gros appareil derrière. Et là, on peut influencer la politique culturelle, la sécurité, et c'est déjà énorme. On peut réveiller notre peuple avec les actions coup de poing, comme j'ai cité, de Génération Identitaire. Regardez tout ce qu'ils font depuis des années, je pense qu'ils sont sur un créneau, l'immigration, on peut leur reprocher de ne faire que ça, mais ils le font bien. Ils ont des petits objectifs, mais des objectifs réalistes, et ils les atteignent. Je pense que ça, c'est une leçon de militantisme. Euh, voilà, faites des émissions de radio, diffusez-les, donnez votre argent, donnez mettez à disposition voilà, vos biens à la cause militante. Absolument tous les moyens sont nécessaires. Voilà. Est-ce que le paganisme n'est-il pas la finalité de la décroissance? Alors, la décroissance, c'est un sujet très vaste. Euh, Lisez les ouvrages de Serge Latouche et de Vincent Chenet, Cheynet, notamment Décroissance ou Décadence. Déjà, rien que le titre vous montre que le constat de la décroissance, c'est qu'il n'y a pas de croissance économique, donc de production, de consommation infinie dans un monde qui est fini. C'est donc une théorie de la limite. C'est une théorie de la frontière appliquée au domaine écologique, économique. Alors, il faut que les décroissances soient cohérents et qu'ils combattent aussi l'immigration, me direz-vous. Mais ils le font en combattant la mondialisation, en combattant ce qu'ils appellent l'hypermobilité et le nomadisme, notamment dans le dernier numéro de la décroissance, que je vous montrerai samedi en conférence. Voilà, donc les décroissants ne sont pas plus païens, je crois, que vous et moi. Simplement, si on réfléchit un petit peu, je crois que nos grands-parents étaient décroissants. Dans les familles catholiques, quand on se partage, ou dans n'importe quelle famille communautaire, dans presque n'importe quelle famille nombreuse, quand on se partage des vêtements de génération en génération et qu'on ne fait pas d'achat stupide et qu'on essaie de dégager du temps pour toutes sortes d'astuces pour économiser voilà, de l'argent, du temps, bref, pour être un peu plus autonome et moins dépendre du marché, ben on est dans la décroissance, on produit moins, on fait baisser le PIB. La décroissance est une vision de la limite et de la sobriété, de la simplicité. L'un des slogans, c'est plus de liens, pardon, moins de biens, plus de liens. Donc, ce n'est pas du tout une idée de dissolution dans la nature. Au contraire, c'est remettre la nature à sa place et donc la respecter en tant que telle plutôt que chercher à s'y dissoudre. La décroissance, c'est un courant politique bien précis. Tout le monde ne peut pas s'intituler décroissant et donc voilà, attention aux usurpateurs. Alors oui, Pierre, en effet, il y a un bon sens populaire que l'on peut solliciter par des consultations. En fait, je crois que votre question, mais vous me corrigez si je me trompe, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas de temps en temps consulter le peuple? Si, bien sûr. Le problème, c'est qu'à une échelle nationale, c'est absolument impossible. J'ai même pas envie qu'on propose certains référendums actuellement dans la mesure où les résultats sont totalement manipulables parce qu'on est dans un monde techniquement avancé où tout est affaire de protocole et de procédures qui nous échappent. Je n'ai aucune confiance dans ceux qui organisent des élections et qui organisent les dépouillements d'urnes. Voilà, ça c'est une chose. Et donc le principe de la démocratie
D'accord? La démocratie en tant que système, non. C'est ce que je vous dis. Dans les corporations de métiers médiévales, il y avait un système démocratique, au sens où il y avait des consultations, au sens où des décisions pouvaient être prises en commun. Mais il n'y avait pas un principe démocratique régnant, un principe démocratique total qui considère que la majorité a raison. Et donc, je crois qu'il y a une différence vraiment entre le système et le principe. Et un principe, ça se moule dans une réalité. Encore une fois, c'est une question de taille. Je crois que la taille répond à beaucoup de nos questions sur notre monde. La démocratie n'est pas soluble à l'intérieur de n'importe quel espace, de n'importe quelle communauté, de n'importe quel peuple. Ça ne peut pas être un système général, ça ne peut pas être une idéologie comme celle est aujourd'hui. Et je crois que nous sommes allés trop loin dans le libéralisme politique et qu'on a besoin au contraire d'un coup de semonce euh, autoritaire, mais bien inspiré intellectuellement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si on peut faire des référendums, en effet, à l'échelle locale, euh, on peut les faire à l'échelle municipale, on pourrait même solliciter un petit peu plus dans la vie démocratique locale les conseils de quartier. Aujourd'hui, pour faire constater des dégradations dans un quartier, il faut envoyer un courrier au service compétent de la mairie, espérer obtenir une réponse standard écrite par une secrétaire négligente et qu'on recevra d'ici 2 semaines dans le meilleur des cas, et rien ne va changer ou presque. Donc oui, je suis pour la consultation au niveau local, je suis pour l'association, euh, la mise à contribution, notamment de conseils de quartier dans la vie démocratique locale. Au niveau local, je crois que la démocratie peut être un outil, mais en fait, le problème de la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est qu'elle est un système global et que nous faisons semblant de prendre nos décisions à la majorité ou à l'unanimité pour flatter le narcissisme de chacun, mais à la fin, ce n'est pas nous qui décidons. Donc, prenons l'outil de la démocratie pour ce qu'il est à l'intérieur d'un système qui doit être complet. Les anciens Romains et Grecs considéraient que le système politique parfait était un mélange d'aristocratie, donc de gouvernement des meilleurs, de démocratie parce qu'on ne peut pas ignorer ce que pense le peuple. C'est pas la raison pour laquelle on doit lui obéir. Et, euh, et de là, et plus de monarchie parce que il faut qu'un homme tranche. On peut penser et être les meilleurs à penser, mais la capacité à décider, à trancher, à commander n'est pas une question, je crois, de performance intellectuelle, mais aussi de caractère. Donc le système politique parfait est pour moi un mélange de ces considérations. Et au risque de choquer, hein, je crois que le système politique iranien est intéressant puisqu'il mélange ces trois aspects. Je ne le connais pas plus, donc je ne peux pas donner un avis plus éclairé sur le sujet, mais il tente une synthèse de ces considérations. Je ne pense pas que l'islam chiite soit plus sympathique que l'islam sunnite, hein, je parle uniquement sur le plan institutionnel. C'est intéressant, il faut s'intéresser à ce qui se fait ailleurs. Voilà, je crois qu'il faut un pouvoir fort à la base, et il sera d'autant plus fort qu'il sera allégé de toutes les interventions intempestives dans la vie quotidienne et privée des gens, et donc qu'il soit fort en face des forts, des multinationales, toute forme de bureaucratie un peu tyrannique, il faut que cet État soit souple avec nous. Et si l'État est fort en face des puissances d'argent, ben, il doit être souple et partisan des libertés en matière de vie privée, sans cesser de vouloir éveiller notre peuple à la beauté. Il faut que notre État soit aussi père de famille comme tous nos rois l'ont envisagé et cultive le goût du beau, du vrai, du bien. Un pouvoir fort est un pouvoir léger, mais c'est d'abord un pouvoir libre. Un pouvoir libre à l'égard des partis. Je vous invite à lire la note sur la suppression des partis politiques de Simone Veil, et donc à l'égard de toute forme de groupe de pression.
Je crois que oui, qu'il faut reprendre la main sur les groupes paroissiaux, avec cette limite que même dans les milieux les plus entre guillemets radicaux ou traditionnalistes, c'est toujours le curé qui fait la loi. Et donc ça dépend de quoi on parle. Si on parle de prendre la main sur ces groupes pour mener des campagnes voilà, de nature spirituelle, nous, fidèles, je crois qu'on est juste condamnés à être courageux en assistant à des messes clandestines et à ce genre de choses. Mais il n'y aura que lorsque nos évêques et nos prêtres feront des processions publiques et seront martyrs que quelque chose en sortira. C'est ainsi que la chrétienté en est sortie. Monarchique dans l'État, me dit Frédéric, aristocratique dans les provinces et démocrate dans les communes. Je trouve que c'est un bon programme. Mais attention, le roi ne changera pas la situation. Nous aurons le roi que nous méritons, car le roi est un héritier, il conserve les acquis, il organise la transmission, il ne peut pas se salir les mains. Or, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'hommes courageux qui sont prêts à se salir les mains pour faire une révolution. Donc je crois que nous avons d'abord besoin de cette révolution, et ensuite d'un roi qui prendra le relais quand la nation sera apaisée. On fait de la science-fiction là quand même, hein, qu'on soit clair, hein, mais il faut en faire, parce que la droite manque radicalement d'utopie. Et c'est l'utopie aussi qui fait avancer les mouvements militants, et qui donne de l'espoir aux gens. C'est d'ailleurs ce qu'a voulu faire Franco en Espagne. Le problème, c'est qu'il était plus libéral que nationaliste, à mon humble avis. Par conséquent, l'Espagne était totalement sous perfusion financière internationale et dépendante du marché mondial au moment où un roi, par ailleurs faible, timoré et lâche, est arrivé au pouvoir en Espagne. Et donc, euh, je ne sais pas si tout cela a servi à rien. Ce serait peut-être un peu prétentieux de ma part de français, puisque l'Espagne a quand même échappé à la guerre et à d'autres drames de ce siècle. En tout cas, pas eu de justice sociale qui est sortie de cette période franquiste qui est plus libérale que nationaliste. Est-ce qu'au final, la forme du régime importe peu, n'est-ce pas plutôt la finalité qui compte? Oui, la finalité, la détermination de l'objectif fixe les moyens à utiliser. C'est clair que si on ne se fixe pas des objectifs, si on ne pose pas des objectifs clairs, on n'utilisera pas les bons moyens, je suis d'accord. Cependant, les institutions sont un cadre technique, et un cadre technique, qu'est-ce que c'est? C'est un garde-fou. Et donc, il y a moins de chances de dériver dans la tyrannie quand on est dans un système monarchique appuyé sur la même famille depuis des siècles. Donc, je crois qu'on ne peut pas non plus considérer que la forme institutionnelle, le régime, n'est qu'un moyen. Parce que c'est un moyen qui imprime aussi un esprit à un peuple quand il est enraciné dans l'histoire. J'avoue que je ne connais pas beaucoup Charles Gave. J'ai lu son ouvrage Un libéral nommé Jésus il y a fort longtemps. C'est un vieil ouvrage, j'ai pas du tout été convaincu. Je pense qu'idéologiquement, Charles Gave est un libéral. Donc, ce n'est pas ma tasse de thé. Cependant, il faut, tout en étant totalement radical sur les idées, être pragmatique. Si on avait au moins, là je parle d'un point de vue un peu cynique, ultra pragmatique, un candidat qui briserait toutes les lois françaises sur la censure de la liberté d'expression, qui tenterait réellement de restreindre l'immigration-invasion, comme Charles Gave semble en être partisan, ce serait bien. Ce serait pas mal. Déjà, qu'on ait un chef d'État qui nous permette, nous, de faire entendre notre voix. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait un homme providentiel. Je crois qu'il n'y a que des hommes dont on peut profiter. Alors, peut-être qu'on pourrait profiter d'un homme comme ça, mais bon, je pense qu'il n'est pas candidat. Je pense que, malheureusement, je le déplore, mais c'est comme ça, je pense qu'il est trop âgé pour gagner le pouvoir. Et donc, je n'ai pas d'espoir particulier en lui. Mais cette question, elle est intéressante. Est-ce qu'on pourrait se satisfaire d'un Trump français? La politique aussi l'art de rendre le nécessaire possible. Donc il faut faire feu de tout bois. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans le combat des idées que dans le combat pour soutenir un homme providentiel. Je pense qu'on en est là. On en est à restaurer des communautés qui soient des écoles
d'où peuvent sortir des chefs. Voilà, je vais partir dans 2 minutes et si quelqu'un a peut-être une question nouvelle qui n'a pas du tout été posée, ou deux questions, j'y répondrai. N'est-il pas temps de faire advenir un anarchisme localiste et nationaliste, demande Pierre. Si, si, moi j'aime bien ça. Anarcho-fasciste, c'est anarcho-localo-fasciste, c'est pas mal comme définition. Oui, mais c'est pas un programme politique. Enfin, je veux dire, c'est pas une ligne directrice. C'est sympathique, c'est romantique, et je sympathise avec ce que vous dites, mais on peut pas uniquement faire de la politique par l'abstention, c'est-à-dire par la critique, parce que c'est ça le libéralisme, c'est la critique de l'État. On ne peut pas être que là-dedans. Nous, on doit proposer quelque chose parce qu'on doit être capable de parler à tout le monde. Donc, je crois que ce que vous dites est intéressant. En termes de sabotage, oui, il faut sortir le plus possible du système. C'est ce que j'ai dit en parlant d'entraide locale, notamment, être capable d'assurer sa sécurité ou son approvisionnement tout seul. Mais ça ne suffit pas. On a le devoir d'éveiller notre peuple et donc il faut être capable de dégager aussi un discours positif. Pourquoi on ne pourrait pas tenir les deux bouts de la chaîne? Voilà. Par exemple, dans le sujet de l'avortement, quoi que vous pensiez de l'avortement, il y a deux écoles. Il y a le docteur d'or qui distribue, paix à son âme, des petits chaussons à des femmes qui sont prêtes d'avorter devant un centre d'avortement, ou dont Gérard, paix à son âme aussi, qui s'enchaîne opération commando au centre d'avortement. Ce sont des sectaires, des radicaux, des fanatiques, et pour moi, ce sont des termes qui sont élogieux. Et il faut ça pour éveiller les consciences endormies. Et il faut aussi des hommes comme les survivants qui développent un discours nuancé, subtil et qui reprend les armes de l'ennemi contre lui-même. Il faut être capable de parler à tout le monde. Donc il faut les deux stratégies pour moi. Et à vous de déterminer dans quel outil vous allez utiliser. Les choses à faire ici et maintenant. Soutenir à Octorum, assister à l'université d'été d'Academia Christiana la troisième semaine du mois d'août, chercher à s'engager localement auprès d'un homme courageux qui se présente à la mairie et offrir ses talents, aller sur les ronds-points quand il y aura à nouveau des gilets jaunes, offrir aussi ses talents, rejoindre un mouvement de jeunesse local et participer à ces activités avec entrain, apprendre à se battre, avoir des armes. Voilà, ça c'est pas mal déjà. Pour se défendre. Le retour à une forme de régionalisme, au sens de l'amour d'un terroir, de l'exaltation d'une identité locale, oui, c'est absolument nécessaire. La France, c'est la somme de ces terroirs. J'en suis intimement convaincu. On est français parce qu'on est breton, provençaux, normands, corse, etc. Il n'y aura pas d'identité nationale restaurée sans identité régionale assumée. Et je crois que si l'État français se comporte bien avec ses régions, celles-ci ne seront pas secouées par des mouvements indépendantistes, comme ça a été le cas en Corse ou au Pays Basque. Donc oui, il faut partir du réel pour restaurer l'amour dans la France. Ça, c'est un principe pédagogique avec les enfants, c'est ce qu'on apprend. On part du réel, c'est ce qu'il faut adapter c'est ce qu'il faut ajouter à notre action politique, tout à fait, à notre réflexion. Pour les syndicats, je ne pourrais pas répondre, je n'ai aucune connaissance du monde syndical. Je crois que dans les grandes centrales syndicales, c'est comme dans toutes les grandes structures, c'est toujours la question de la taille. Les partis politiques, c'est illusoire de faire quoi que ce soit, mais dans tous les cas, évidemment qu'il faut se rallier à toutes les bonnes luttes contre des plans sociaux, des délocalisations pour défendre notre peuple, peu importe celui qui porte le drapeau. Après, si vous voyez que celui-ci met des immigrés clandestins au premier rang, je comprends les réticences de chacun. Donc je pense qu'on ne peut pas retourner des mouvements ou des structures qui existent, qui sont plus anciennes et mieux organisées que nous, ce serait très prétentieux. L'échec de la droite depuis 200 ans quand même le montre. On va retourner personne, on a perdu de partout dans tous les domaines. Par contre, on doit au moins s'associer à ces luttes-là, c'est clair. Parce que ce sont d'abord des luttes populaires. On voit bien ce qu'une bonne droite sociale et nationale peut apporter avec le ralliement de certains pans du monde ouvrier au Front National.
Si on était capable, nous, catholiques et nationalistes, d'être aussi nombreux contre le travail le dimanche que contre la PMA, GPA et la parodie homosexuelle de mariage, on pourrait, je pense, détourner pas mal d'ouvriers de syndicats marxistes. Mais la nature a horreur du vide et donc c'est trop facile de taper sur la CGT quand en face, il n'y a aucune alternative. Merci et puis à samedi 18h sur Octobre.